Oui, je suis donc Bernard Meunier, psychanalyste, ancien négociateur et chef de la cellule négociation du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. J'ai sorti un ouvrage qui s'intitule La négociation est une arme, qui est une mise en lumière de la pluridisciplinarité de cette spécialité, de cet outil, que je resitue à un niveau stratégique dans le cadre professionnel, or que cette dernière s'inscrive dans la durée ou qu'elle soit plus quotidienne. Il s'agirait de nos relations entre collègues, avec notre hiérarchie ou encore dans le cadre de relations clients-fournisseurs. Le 24 décembre 1994, quatre membres du GIA, des terroristes du groupe islamique armé, vont détourner un Airbus d'Air France à Alger sur l'aéroport Ouaribou-Médienne. L'aéroport est particulièrement sécurisé, c'est donc à l'aide de complicités internes qu'ils vont pouvoir pénétrer dans cet avion. Une fois à l'intérieur, ils vont se présenter comme des moudjahidines, ils vont faire voiler les femmes, exhiber leurs fusils d'assaut de type Kalachnikov, présenter leur ceinture d'explosifs et informer que l'avion est détourné. Va s'en suivre 40 heures de négociations sur cette armaque avec les autorités algériennes, auprès desquelles ils vont demander la libération d'islamistes emprisonnés. Ces derniers refuseront la libération, bien évidemment. Ils vont donc abattre 3 personnes. Ça en est trop pour les autorités françaises qui, par l'intermédiaire du Premier ministre Édouard Balladur, vont demander que l'avion redécolle pour Paris. Seulement, l'avion n'a pas assez de carburant pour aller sur Paris, c'est donc naturellement qu'il va atterrir sur l'aéroport Marseille-Marignane à 3h15 du matin. Je suis chargé des négociations. La négociation va se passer principalement avec le commandant de bord, qui malheureusement est atteint du syndrome de Stockholm, j'en parle dans l'ouvrage. Ça va énormément compliquer nos échanges, bien évidemment. J'aurai les terroristes à 5 reprises. En revanche, durant ces 14 heures de négociation, de 3h15 à 17h15, malheureusement, ça sera pour essuyer divers ultimatums et surtout pour apprendre qu'ils sont prêts à faire exploser l'avion si toutefois nous ne leur livrons pas 30 tonnes de kérosène. 30 tonnes de kérosène ne sont pas nécessaires pour aller sur Paris, 7 seulement suffisent. Nous n'aurons jamais de réponse à ce type de questions. Nous émettons donc une hypothèse, celle qu'il crache l'avion sur Paris. Et effectivement, l'enquête la confirmera. Ils avaient décidé de cracher cet avion sur la Tour Eiffel. C'était donc les prémices d'un 11 septembre. À 17h, nous allons obtenir la libération de 2 otages qui vont nous confirmer effectivement l'attirail, l'armement qu'ils ont en leur possession, qu'ils ont des ceintures d'explosifs et qu'ils sont en train de pratiquer les prières que l'on fait juste avant de mourir. Effectivement, dans les minutes qui vont suivre, les 2 portes latérales droites de l'avion vont s'ouvrir. Ils vont appliquer des tirs sur la tour de contrôle où nous nous trouvons, sur les regards. Une intervention est donc déclenchée qui aboutira à la neutralisation des 4 individus et la libération des otages. Il y en a environ 200. Alors, la négociation dans ce type de situation, en termes de négociation de crise, effectivement, est de faire libérer les otages et d'obtenir la reddition des auteurs. Mais tout ça est très schématique. Quand nous sommes face à des idéologues religieux ou encore des idéologues politiques qui tuent des gens pour l'autonomie d'un territoire, la négociation servira à figer la situation, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mort supplémentaire, ce qui est déjà une première victoire. Elle servira également, durant tout ce temps, à obtenir du renseignement sur le profil des individus, ce qu'ils ont une pathologie, de manière à ce qu'on puisse adapter notre discours, quelle est leur attitude, leur comportement, ce qui va permettre d'optimiser une intervention, que cette dernière soit sous coup d'urgence ou alors programmée. Alors effectivement, dans le cadre professionnel, quand bien même nous avons des objectifs ou un but commun, nous passons notre temps à gérer des conflits, à ne pas être d'accord avec l'autre. Et c'est naturel, c'est ce qui fait émerger des idées, c'est ce qui va faire avancer les choses. En revanche, nous n'avons pas toujours les mêmes manières de travailler. Nos chemins sont différents, nous n'appliquons pas les mêmes schémas.
Et dans le travail, nous avons des attentes, des envies qui sont différentes, et il faut donc négocier en permanence. L'échange par la parole est bien ce qui nous différencie des animaux, donc c'est incontournable. On ne peut pas, lorsqu'une affaire est relativement importante, ou nous paraît en tout cas intéressante, avancer de manière intuitive avec un pseudo sixième sens. Nous sommes donc plongés en permanence dans les théories de la relation interpersonnelle, effectivement. Oui, avancer avec prudence. Notre savoir-vivre, notre éducation va nous obliger d'avancer doucement, à petits pas, avec une certaine sensibilité, un peu de minutie. C'est ce qui va nous permettre de faire perdurer la relation, en tout cas de ne pas la rompre. Concernant la vertu, on va tenter d'être le plus honnête possible, de ne pas mentir, de ne pas tromper l'autre de manière, impunément. Il risque de s'en rendre compte, ce qui peut nous décrédibiliser et nous faire perdre la face. Alors, concernant la bienveillance, il ne faut pas voir que ses propres intérêts, ne pas hésiter à lâcher du lest. 10 otages de libérés sur 20, c'est 50% qui auront la vie sauve. Accepter un emploi, quand bien même le salaire est dans la fourchette basse, eh bien, ça permet d'obtenir cet emploi et puis ensuite de réfléchir, les choses ne sont pas figées. La psychologie sociale est l'étude des comportements. Nous n'en sortons donc jamais. Il est intéressant de la connaître, de la comprendre, de manière à pouvoir l'anticiper. Cela évite d'être surpris et de devoir négocier dos au mur. Une première proposition serait la prise en compte de la santé mentale pour tout à chacun facilement, comme lorsque l'on va visiter un généraliste pour un rhume ou une autre maladie. Il ne faut pas oublier que les troubles psychiques, c'est 25 suicides par jour, c'est 3 fois plus que les accidents de la route, et ces derniers ont été divisés par 3, par 4 en quelques décennies, encore avec une certaine inertie, changer le code de la route, que les utilisateurs intègrent bien les nouveaux dispositifs. On pourrait donc très rapidement diviser ce nombre de 25 par 5, par 10.